merci à toutes et tous pour être là. Merci à tous les organisateurs, aussi aux amis du musée pour cette belle occasion pour être là, pour vous raconter une partie alors de ce qui a été ma recherche doctorale menée à l'École polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse entre 2017 et 2021, à l'aide aussi de toute une série d'institutions qui ont participé à l'histoire du centre Pompidou de Paris, à partir donc, de l'équipe des architectes, une fois appelée Piano and Rogers Architects, dont les chefs d'équipe sont, je les nommerai plusieurs fois, mais Renzo Piano, Richard Rogers, et à l'époque, dans le cas de ces projets, aussi avec la participation de Gianfranco Franchini, les bureaux d'études qui a joué un rôle essentiel et dans l'histoire de Beaubourg, mais aussi dans la réalisation de mon projet, OV Arup Partners, aujourd'hui Arup, et évidemment l'équipe de Centre Pompidou et les différentes institutions qui ont pu soutenir ma recherche doctorale avant et les projets éditoriaux qui en découlent et qui est encore aujourd'hui en cours. Et donc, j'ai publié pour le moment qui est la première partie, donc la toute genèse de ce qui était appelé une fois les centres du plateau Beaubourg, aujourd'hui connu sous le nom des Centres national d'art et de culture Georges Pompidou, et qui fait aussi l'objet de l'histoire que j'ai très envie de vous raconter ce soir. Donc, évidemment, la première question qu'en 2023, on pourrait se poser, vous pourrez me poser, c'est pourquoi en 2023, on a encore envie de se plonger dans l'histoire de Centre Pompidou. Une institution célèbre, une institution connue, et une institution sur laquelle, je suis sûr, vous avez déjà eu l'occasion de lire un article, voire même une monographie, écouter un podcast ou une émission radio ou télé, ou même suivre un documentaire. Et donc, moi aussi à l'aube de 2017, j'ai dû me poser cette question, en dépit du fait d'être complètement bouleversé, voire fasciné par l'histoire de ce projet d'avant-garde, en ayant eu la possibilité de voir les dessins originaux dans le cadre de mon stage à l'agence génoise de Renzo Piano. Et on pourrait se donner une réponse très opérationnelle, très pragmatique. C'est nécessaire de se replonger sur l'histoire de ces institutions à l'aube d'une des plus grandes travaux, projets de réaménagement, transformation, restauration, qui va donc se centrer autour du Centre Pompidou à partir de 2025 et jusqu'à 2030. Mais honnêtement, je ne voudrais pas m'arrêter là aussi parce qu'en 2017, la question de la transformation du Centre Pompidou n'était pas encore à la une. Et donc la raison primaire pour pouvoir encore se replonger sur ces thématiques était la conscience, après une recherche préliminaire, du fait qu'après à peu près 50 ans, depuis l'inauguration du centre, je la rappelle, le 31 janvier 1977, à la date de la fin des années 20 du XXe siècle, n'existait pas encore une seule recherche qui avait décidé de se replonger sur l'histoire du Centre Pompidou en s'appuyant sur ce que j'appelle les sources primaires, c'est-à-dire les dessins d'archives, les documents, la correspondance, les telex, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, les croquis, les maquettes, donc tout ce qui à cette date, à la date de début de ma recherche, était finalement disponible et accessible. Et donc, pour être synthétique, on peut dire qu'à ces moments-là, toute la littérature qui était présente autour de l'histoire de Centre Pompidou, ici je vous présente un petit collage avec les œuvres majeures de cette littérature, en réalité n'était que les résultats d'une série de témoignages, toujours posthumes, donnés par quelqu'un, mais pas toutes et tous des protagonistes de l'aventure Beaubourg, et pour une série de dessins très limités qui allaient entre une dizaine et une vingtaine. Au moment de regarder aux différentes archives qui contiennent aujourd'hui
même si de façon fragmentaire, les témoignages de cette histoire, j'ai compté à peu près 53 000 pages de documentation différentes, parmi tous les documents de natures différentes que je viens de vous nommer, qui sont évidemment éparpillés, comme arrive souvent quand on se plonge en tant que chercheur et chercheuse dans le domaine de la recherche scientifique, dans différentes institutions. Évidemment, les archives privées de l'équipe des architectes et des ingénieurs d'un côté et de l'autre, entre Gênes et Londres, et les grandes institutions publiques, comme les Archives nationales de Paris, les archives du Centre Pompidou il-même, et encore, centrale dans cette histoire architecturale et aussi politique, les archives de la présidence de Georges Pompidou et de ses collaborateurs, conservées toujours aux Archives nationales de Paris. C'était aussi nécessaire de se plonger sur un autre type de sources, c'est-à-dire les témoignages directs des protagonistes qui sont encore disponibles aujourd'hui pour nous raconter des fragments, des anecdotes de cette histoire. Donc, il ne fallait absolument pas de s'arrêter aux grands témoins, aux grands mythes, aux grands personnages, c'est-à-dire Renzo Piano d'un côté et Richard Rogers de l'autre côté, les deux grands architectes qui sont rappelés aujourd'hui. Mais alors, il fallait absolument se renseigner pour retrouver tous les chefs d'équipe, tous les collaborateurs, tous les jeunes architectes, les jeunes conservateurs aussi, les jeunes collaborateurs politiques entre l'Élysée et les sièges du ministère des Affaires culturelles, qui très jeunes à l'époque ont eu la possibilité de participer à cette aventure. Et alors, avec ces deux outils, donc les sources primaires et aussi les témoignages oraux, c'était possible, je le crois fortement, de proposer une reconstruction différente, sans avoir une hypothèse à la base, mais aussi de se laisser guider, avec un grand risque, par les contenus même des documents d'archives. Pour s'approcher à quelque chose que les historiens et historiennes rêvent et aiment, c'est-à-dire ce concept de réalité historique, toujours malheureusement biaisé pour le fait de ne pas jamais les pouvoir attendre. Et donc, l'idée, c'était de suivre un seul principe, à peu près, c'est le principe de la chronique. Utiliser donc cet outil, redécouvrir cet outil, qui vient même de cette, un peu de la tradition historiographique qu'on pourrait faire remonter même au Moyen-Âge, et de les réutiliser, les réemployer pour proposer alors une chronique des idées, plusieurs, du projet architectural, de sa mise à point, de son évolution, pour arriver aussi à la chronique du chantier au cœur de la ville parisienne à la moitié des années 70. Et alors, en faisant ça, il y a plusieurs disons, sujets qui ont été abordés, qui ont été aussi remis en discussion, pour essayer d'aller au-delà de la soi-dite belle histoire. Il y a la question dont je vous parlerai ce soir, celle de la genèse du Centre Pompidou, qui a comme protagoniste, il va s'inscrire, Georges et Claude Pompidou. Il y a évidemment l'histoire très passionnante de ce qui s'est passé ces particulières 2 semaines de juillet 1971, quand les 9 jurys, les 9 membres du jury international se sont rencontrés sous la nef du Grand Palais de Paris pour déterminer, pour choisir un monument, c'est ça le nom que Georges Pompidou avait l'habitude d'utiliser pour appeler les centres du plateau Beaubourg, un monument parmi 682 visions différentes arrivées de 46 pays, du Japon au Brésil. Et il y a évidemment aussi l'histoire architecturale, d'ingénierie, même une histoire humaine et politique de ce qui a été la complexe mise à point du projet. Ici, je vous montre dans une photo, pour moi, très représentative, cette agence d'architecture qui, je trouve que c'est aussi intéressant de le souligner, était composée pour la majorité de jeunes architectes qui avaient l'âge moyen de 23-24 ans à l'époque, et qui ont réalisé ce qui a été à l'époque les plus grands monuments de la Ve République française. Et puis, évidemment, c'est aussi la question de se plonger dans les différentes phases de la mise à point du projet, de la grande image iconographique, une des visions les plus fortes et puissantes du projet, donc les projets de concours, présentés en été 1971, pour retracer aussi les différentes étapes du chantier qui a terminé en 1977.
Et donc, à travers cette reconstruction, c'était aussi possible de repositionner les rôles encore aujourd'hui confus entre les mythes et l'histoire de Georges et Claude Pompidou. Donc, aujourd'hui, j'essaye de vous présenter et aussi donc de démonter des autres faux mythes qui ont à faire avec les rôles des architectes, la vision soit dite cohérente entre les architectes et les ingénieurs, pour arriver aussi aux trames politiques qui ont joué un rôle essentiel dans la mise à point du projet du Centre Pompidou. Et donc, ce soir, avec les temps que j'ai à disposition, je voudrais rentrer que dans un petit chapitre de cette grande histoire, qui a à faire avec la toute première partie, c'est-à-dire la genèse du Centre Pompidou. Alors, j'aimerais bien déjà faire une tentative courageuse, c'est-à-dire de repositionner les débuts de cette histoire, qui généralement est toujours positionnée en décembre 1969. Alors là, on fait un exercice, on essaye d'aller encore un peu en arrière dans les temps. Et on se place en février 1968, moment dans lequel la scène de l'urbanisme parisien a comme protagoniste la grande opération de rénovation et de transformation des Halles, cet grand quartier au cœur de Paris, identifié par la présidence de Charles de Gaulle et aussi le Premier ministre à l'époque, Georges Pompidou, comme la grande transformation pour renouveler les visages de l'identité nationale et aussi donc l'identité de la ville. Concours à la participation de 6 architectes français, invités donc à concourir pour rénover la scène architecturale parisienne. Ici, je vous montre quelques-unes de leurs grandes maquettes, donc, qui ont été présentées en février à l'attention du président et du Premier ministre. Vous voyez ici, par exemple, les grands gestes en bas de Jean Fougeron, architecte français, sur lesquels, à ce moment-là, était en train de concentrer la préférence de toute une partie des personnes et des collaborateurs de Charles de Gaulle, dont notamment celle d'André Marot, ministre des Affaires culturelles de l'époque. Et disons que devant ces maquettes, le Premier ministre, Georges Pompidou, n'est pas satisfait. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce qu'il considère que dans tous les cas, ce qu'on est en train de voir, c'est la vue aérienne donc d'un grand geste architectural qui n'a rien à voir avec ce qui aurait pu être la perception de ces quartiers à l'échelle humaine, avec celle qui nous semble pouvoir être un argument absolument judicieux, voire même une excuse. En réalité, derrière cet argument se cache une idée. L'idée de convaincre Charles de Gaulle à écarter tous les 6 maquettes présentées à son attention pourrait mettre en jeu une idée différente, celle de proposer au centre de cette intervention une figure architecturale différente, celle d'une tour, d'un gratte-ciel, dédiée au nouveau siège. Alors là, quelqu'un pourrait être prêt de m'anticiper, nouveau siège du Musée national d'art moderne? Non, au nouveau siège du ministère de l'économie et des finances. Georges Pompidou est convaincu que la France doit se renouveler. Et cette rénovation, forcément, devra passer aussi par l'architecture. Dans l'esprit de Georges Pompidou, l'idée d'une architecture moderne passe à travers la vision des gratte-ciels américains qui sont en train de se construire, désormais depuis des décennies, entre la côte est et ouest des États-Unis. Et c'est avec cette figure que Georges Pompidou est convaincu de pouvoir renouveler aussi l'urbanisme parisien et ensuite l'urbanisme et l'identité de la nation. Les résultats de cette proposition que Georges Pompidou fait dans le cadre de cette réunion peut être aussi retracé par les comptes rendus de cette réunion dans lesquels qui va se terminer avec une déclaration forte de Charles de Gaulle qui est déjà prêt à s'approprier de cette idée. Le ministère des Finances, affirme de Gaulle, doit nécessairement être implanté aux Halles comme un monument qui signera l'opération de rénovation, comme la royauté a signé les Louvres et la religion les cathédrales. C'est avec cette phrase que Charles de Gaulle fait propre l'idée de Georges Pompidou.
Et pourtant, moi je suis italien, vous êtes français, vous connaissez bien mieux l'histoire. Quelque chose se passe en printemps 1968, et le mai 1968 est un événement déclencheur, même pour notre histoire, même pour l'histoire de cette tour, cette gratte-ciel, qui n'est rien d'autre que la première expression originaire de ce qu'aujourd'hui est appelé Centre Pompidou de Paris. Quelque chose se passe parce que, avec l'éloignement de Charles de Gaulle, les projets des Halles se transforment encore une fois. L'idée l'idée d'adopter cette figure architecturale verticale, l'idée de faire un nouveau siège du ministère de l'économie et des finances est mise à côté pour favoriser une intervention de types différents, une intervention souterraine qui sera centrée sur une opération infrastructurelle déjà présente mais qui maintenant devient protagoniste, c'est-à-dire la réalisation du plus grand nœud infrastructurel de la France entière et de l'Europe entière. C'est qu'aujourd'hui est les nodes infrastructurels de RER et métro qui se trouvent donc au sous-sol des Halles. Et qui donc prend cette forme, donc un projet qui rejette totalement l'idée de défigurer les skylines, donc l'horizon parisien de la ville, et donc les choix plutôt d'aller en sous-sol, avec un projet qui à l'époque est donc renommé comme les projets du Forum des Halles. Mais vous savez aussi qu'entre l'été et l'automne 1969, l'ancien Premier ministre Georges Pompidou revient sur la scène politique avec un rôle différent, président de toutes et tous les Français. Et c'est à ce moment-là que cette idée de réaliser un gratte-ciel au centre de Paris revient à la une, mais avec un esprit tout à fait différent, parce qu'à l'époque, il n'est plus possible d'associer l'imagine de la présidence, du septennat, qui n'est plus le septennat de Charles de Gaulle, mais les siens, à l'image du pouvoir, et donc à l'image du pouvoir économique de la nation, dont l'idée d'un nouveau siège du ministère de l'économie et des finances abritait à l'époque, il faut bien le souligner, dans un des pavillons du Palais du Louvre. Alors cette idée revient, mais c'est transfigure aussi. Et ici, dans les premières croquis non envoyés de la lettre adressée au ministre des Affaires culturelles, Edmond Michelet, l'idée est reproposée, mais avec une destination d'usage différente. Mais voyez, et ça c'est quelque chose que je veux souligner, l'origine de ces projets reste architecturale, et non pas culturelle ou artistique. Essayons de lire ensemble avec, comment dire, mon français avec un fort accent italien, je m'en excuse, mais il est tout début de cette lettre, préparée par Georges Pompidou et non pas envoyée. Si les Français d'aujourd'hui peuvent, à tant d'égards, se comparer sans rougir à leurs haines, ils n'ont cependant, il faut en convenir, depuis le début du siècle, donné que trop peu d'éclat à la création architecturale. Et l'on ne peut ne citer, à Paris notamment, que fort peu d'exemples de ces monuments, témoins d'une époque qui toujours ont été la marque du prestige d'une nation. Alors vous voyez, c'est l'architecture, l'origine de ces projets, encore une fois, qui reste à l'esprit de Georges Pompidou. Donc, et on peut continuer en disant l'occasion s'offre aujourd'hui de combler cette lacune, puisque nous disposons, à plein cœur de la capitale, d'un vaste espace disponible, l'emplacement des Halles. Et je souhaite donc qu'il soit conçu le projet de construire en ces lieux un bâtiment prestigieux, dont la destination culturelle reste à préciser, mais dont on peut souhaiter qu'il soit ouvert sur les présents et sur l'avenir, et consacré particulièrement à l'art et à la pensée contemporaine. Ça, c'est la première lettre que Georges Pompidou prépare officiellement sur ce qui commence à devenir les projets de son monument. Comme vous voyez, cette lettre est écartée parce que après il réfléchit sur quelle est la bonne façon de présenter les projets, et il faut bien aussi rendre part aussi Giscard d'Estaing, à l'époque ministre de l'économie et des finances, qui évidemment aurait pu être doublement sensible à cette idée, parce que vous voyez, avant, les gratte-ciel, c'était destiné au nouveau siège de l'économie et des finances. Donc, en tout cas, la nouvelle lettre qui sera préparée, ce sera une lettre publiée quelques semaines, envoyée quelques semaines après, avec un accent bien plus clair sur ce qui aurait pu être la destination d'usage de ces monuments. Alors, je vous présente ici
juste pour avoir à l'esprit, mais aussi visualiser les sites du projet, vous les voyez ici, c'est les plateaux Beaubourg. Et alors, à l'intérieur de cette histoire, il ne faut jamais s'oublier la complexité d'intervenir à l'intérieur du site des Halles, au centre duquel, à l'époque, il y a encore un des plus prestigieux témoignages de ce qui est la grande tradition des couvertures en fer et fonte de la tradition française. Les pavillons 19e siècle, réalisés sous la direction de Napoléon III par Victor Baltard, les célèbres pavillons Baltard, qui à l'époque ne sont plus destinés au marché des légumes, des viandes, etc. Parce qu'on a déjà, à partir de 1963, déplacé ces destinations d'usage hors la ville, à Rungis. Mais les pavillons Baltard sont encore là, parce qu'ils font l'objet à l'époque d'une grande dispute entre les cercles les plus conservateurs de la scène culturelle, artistique, architecturale, qui a envie de les garder, et la scène plus progressiste, dont il fait partie aussi Pompidou et De Gaulle, qui ont envie de s'en débarrasser. Et quand Georges Pompidou, dans la lettre qu'on vient de lire, dit que cet emplacement est libre et prêt, il y a à l'esprit un plateau qui se trouve juste à 500 mètres de pavillon Baltard, mais qui quand même il fait partie du site sur lequel on envisage la grande opération des Halles. Ce site, libre et destiné à l'époque qu'à un parking, c'est les plateaux Beaubourg que je vous montre ici dans cette photo. Et ici, on pourrait s'amuser, mais on ne le fera pas parce que je n'ai pas trop le temps de le faire, mais il y a aussi la version, finalement, la deuxième version de cette lettre, finalement envoyée, dont pour moi, ce qu'il y a ce soir à retenir, c'est juste l'idée de faire une opération particulière pour intercepter l'avant-garde. C'est ça qui intéresse Georges Pompidou. On ne peut plus répéter l'idée absolument, comment dire, l'habitude française de faire un concours à invitation destiné à des soi-disant grands architectes français. Mais pour intercepter l'avant-garde, il faut aussi regarder à l'étranger. Pour intercepter l'avant-garde, il faut aussi être prêt à donner les moyens aux plus jeunes architectes sortis ou en train de sortir d'une école d'architecture française ou pas, la possibilité de participer. Parce que Georges Pompidou est conscient qu'en 1969, l'avant-garde ne va pas se trouver dans un bureau d'études ou dans une agence d'architecture d'un affirmé architecte français. Mais il sait que cette ligne d'avant-garde, il pourra qu'en sortir d'une école d'architecture ou d'un plus jeune esprit. Et c'est pour ça qu'alors, Georges Pompidou écrit à son ministre des Affaires culturelles, Michelet, qu'il faut s'adresser à un concours libre, un concours d'idées, un concours voie international. Et donc, Georges Pompidou, il est aussi prêt à donner cette suggestion, ces conseils à tel propos. Ici, dans cette lettre, il indique même déjà la composition du jury, donc des personnes qui seront appelées à choisir son monument à sa place. Et il est déjà en train de penser qu'il faudra y avoir une composante d'architectes connus à l'échelle internationale. Et il faudra aussi avoir des experts du programme de ce qui sera cet monument, c'est-à-dire probablement un directeur de musée, un chef d'orchestre, un grand bibliothécaire, etc. etc. Et ça, c'est une histoire aussi dans laquelle il ne faut pas s'arrêter aux grands témoins, aux grands personnages. Et c'est à cette raison que c'est nécessaire ce soir d'appeler aussi, de rappeler les noms de Sébastien Lost. Sébastien Lost, jeune homme des lettres, qui à cette époque travaille au service du ministère des Affaires culturelles et qui est choisi par le ministre Edmond Michelet pour suivre l'affaire du monument des Halles. C'est la personne qui commence donc à échanger une série de lettres directement avec l'Élysée, parce que ça c'est un dossier qui reste un dossier présidentiel. Et c'est aussi la personne qui aide Georges Pompidou à éclaircir ses idées. Vous l'avez déjà compris, Georges Pompidou qui est en train de voir ce projet sur un prisme complètement esthétique, sur une question d'architecture. Et Sébastien Lost qui est en train donc d'approfondir, d'analyser la question du contenu, de la destination d'usage, qui présente Georges Pompidou plusieurs versions. Est-ce qu'il sera une grande maison de la culture à la André Marot, si vous me permettez l'expression? Est-ce qu'il sera une grande cité des arts du type, par exemple, du Lincoln Center de New York, qui vient juste d'être achevé?
et qui est donc est très important et à la une dans les revues économiques. Et donc Sébastien Lost qui essaye comment dire, de convaincre les présidents à mettre à l'avant la question du contenu, sur la question du conteneur. Sébastien Lost qui donc présente au Georges Pompidou la question importante à son avis pour ce qui sera les monuments mondiaux, c'est-à-dire la flexibilité des espaces intérieurs, des espaces pour une nouvelle muséologie, des espaces pour une nouvelle ligne et trajectoire de ce qui est à la fin des années 60 un musée. Il cite par exemple ici, dans cette citation, l'idée des ponts du Sultan, qui aujourd'hui, c'est-à-dire à cette époque, les musées, la ligne contemporaine qui arrive des ponts du Sultan et de l'étranger, serait qu'un musée ne serait rien de plus qu'un grand hangar équipé de tout ce qui sont les aides technologiques, électriques, qui servent à les expressions de l'avant-garde contemporaine. Et donc il y a un débat fantastique, un débat magique et très puissant entre ces deux figures. Et pour moi, c'était très passionnant de pouvoir lire cet échange. Et ici, je vous montre la toute première version de ce qui est la vie des concours, donc cette livrée qui fait une quarantaine de pages, et qui dans la version finale sera donc les livrets proposés à l'attention des 682 équipes d'architecture. Pourquoi je les présente? Parce qu'il y a un titre qui pour moi est déjà important, c'est-à-dire Centre du plateau Beaubourg Paris, Information et Art Contemporain, 1973. Ben, la date est un peu trop prometteuse, mais ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer un passage, parce que les mots sont importants. Monument au hall, les premières expressions avec lesquelles, il y a quelques mois à l'avance, Georges Pompidou, en 1968, avait l'habitude d'appeler cette opération. Centre du plateau Beaubourg Paris, Information et Art Contemporain. Centre, Information, Art Contemporain, dans cet ordre. Donc du monument au centre d'information, il y a des visions complètement différentes de ce qui sera alors un centre culturel. Et donc vous voyez les points, à quel point Sébastien Lost arrive donc à transfigurer complètement l'idée esthétique et monumentale du président Georges Pompidou. Et après, il y a aussi, dans cette première partie, dans cette question qui a à faire avec la préfiguration du projet, des questions tout à fait passionnantes. Je vous nommais la nécessité d'avoir une jury internationale. Et à composer cette jury, on a différents collaborateurs. On commence déjà à l'époque à monter une véritable équipe à l'intérieur d'une unité qui s'appelle la soi-dite délégation pour la réalisation du centre du plateau Beaubourg, dans laquelle évidemment Sébastien Lost joue un rôle crucial. Mais on a aussi les directeurs, une fois que, disons que les programmes, la destination d'usage se clarifie, il faut bien les nommer. Le centre du plateau Beaubourg sera les nouveaux sièges du Musée national d'art moderne, les nouveaux sièges d'une institution tout à fait nouvelle qui c'est le Centre national d'art contemporain, qui manque à l'époque encore de son propre siège. Ça sera aussi le siège du Centre de création industrielle, dirigé par les conservateurs des arts décoratifs François Maté. Ça sera aussi le siège d'une nouvelle bibliothèque, la bibliothèque publique d'information, la première bibliothèque populaire et divulgative, destinée non plus aux chercheurs et chercheuses, aux professeurs, aux grands savants de l'époque, mais à tout le monde. Dans la trajectoire de ce qu'étaient les bibliothèques publiques qui venaient d'ouvrir entre la Suisse et les États-Unis. Et pour le moment, c'est bien aussi de les rappeler, ce sera aussi la siège des espaces conviviaux dédiés au débat, à la discussion, aux arts performatifs et à la musique et au disque. On n'a pas encore à ce moment l'idée de faire revenir Paul Boulez, pour en faire aussi la siège d'une institution qui s'appelle aujourd'hui l'IRCAM. Mais donc vous voyez, il y a déjà toute cette constellation. Et dans cette constellation, on confie à François Maté, conservateur de la nouvelle institution Centre de création industrielle, qui sera donc une partie du nouveau centre Beaubourg, on lui confie les rôles de trouver les jurys, de trouver 5, 6, 7, 8, 9 membres du jury international. Et c'est là que François Maté a une idée. L'idée, c'est une idée confidentielle, c'est une idée tout à fait secrète. Et c'est l'idée de faire de l'opération Beaubourg
un outil pour sauver les pavillons Baltard de la destruction. Les deux opérations sont tout à fait entremêlées l'une avec l'autre, pas seulement au sens urbanistique et géographique du terme, mais même au niveau conceptuel. François Maté est négociant parce que lui-même il a utilisé les pavillons Baltard en attente d'être détruits ou d'être sauvés comme la siège temporaire pour son centre de création industrielle. Et alors c'est à ce moment-là qu'il décide d'envoyer une lettre, on est en été 1970, au designer, constructeur, architecte Jean Prouvé. Et dans cette lettre, vous la voyez ici, cette lettre de 3 pages, qu'il fallait redécouvrir pour vous donner une nouvelle histoire du Centre Pompidou, ben là, il y a l'idée donc, de s'adresser à Jean Prouvé pour essayer de sauver les Halles. Et donc ensuite, l'idée d'inviter Jean Prouvé à participer comme membre du jury du concours. Et dans cette lettre, je ne vais pas la lire avec vous, il y a de façon très explicite l'idée d'utiliser l'opération Beaubourg pour sauver les Halles. Mais pourquoi Jean Prouvé? Mais parce que François Maté, il est convaincu, il sait que Jean Prouvé n'est pas seulement un des grands défenseurs de cette architecture en fer et fonte des pavillons Baltard, mais il est conscient aussi que quelques années auparavant, en 1967-68, Jean Prouvé avait lui-même proposé de sauver les pavillons Baltard en proposant d'en faire un centre culturel dédié à l'art moderne et contemporain. Donc vous voyez ici les croquis, donc un projet qui a été développé avec Françoise Chouet et les époux Listorski, architectes. Et voilà ici donc quelques croquis de ces projets dans lesquels les pavillons Baltard donc s'est démontré prêt pour devenir les grands hangars équipés dont Pontus-Sulten est en train donc de parler en pensant à ce qui sera la trajectoire de la muséologie contemporaine. Et donc voilà comment Jean Prouvé devient notre cheval de Troie dans le cadre du concours Beaubourg. Parce que Jean Prouvé lui-même, ici, donc il y a une description dans laquelle il décrit les pavillons Baltard et il dit, je vous lis peut-être voilà, une tendance actuelle fort logique de la conception architecturale des bâtiments publics et de les prévoir polyvalentes. L'évolution d'occupation et d'utilisation des lieux s'est modifiant très vite. Il faudrait donc concevoir des structures procurant des volumes libres intégrant les équipements techniques. Les plus bels exemples de cette conception existent à Paris. Il s'agit des Halles. Et là, il nous raconte toute l'histoire avec Napoléon III, etc. Et alors, il termine en disant, est-ce qu'il y a vraiment ces bâtiments exemplaires qu'il faut détruire à Paris? Si cela arrive, il faudra être rudement fort pour faire aussi bien. Et alors, vous voyez, en toute confidentialité, en tout secret, donc Jean Prouvé est un des membres de notre jury. Mais il faut voir aussi dans notre petite histoire comment cette jury va se composer. Alors, vous voyez ici les deux différentes versions qui seront soumises à l'attention du président. Et attention, il faut les rappeler. Ne croyez pas aux témoignages des journaux, ne croyez pas aux témoignages de la chronique de l'époque qui vous racontera d'un président qui sera obligé à se soumettre à un choix qui n'est pas la sienne, mais que c'est plutôt un choix du jury dans lequel il ne savait rien, il a dû juste confirmer et valider un choix qui donc ça ne lui appartenait pas. Attention, ce n'est pas vrai. Donc Georges Pompidou, il est en train de suivre de l'Élysée toutes les étapes de toute la préfiguration du concours. Il refuse ce qui est la première version du jury, dans laquelle vous voyez Sébastien Lost est en train de construire un jury dans son espoir le plus équilibré possible, avec 3 architectes, 3 soi-disant utilisateurs, et une figure d'équilibre, Jean Prouvé. Une figure d'équilibre, le pauvre Sébastien Lost, qui ne connaît pas l'histoire cachée de ce qui est en train de faire François Maté. Et puis donc, on a cette première version refusée par Georges Pompidou lui-même dans cette lettre, dans laquelle il ne s'attarde pas, vous voyez, il a juste quelques petites notes manuscrites à ajouter, dans laquelle il considère cette jury trop classique. Classique, c'est les mots utilisés. Et il suggère d'ajouter à cette jury une composante d'avant-garde qui a affaire avec les nouvelles tendances de la modernité. Pourquoi pas ajouter un Brésilien? Pourquoi pas ajouter un Japonais? Ça sont donc les horizons dans lesquels Georges Pompidou est en train de regarder. Alors vous voyez la deuxième version, Émile Ayo, Oscar Niemeyer.
Oscar Niemeyer, déjà installé à Paris, mais représentant d'une modernité brésilienne et sud-américaine. Philip Johnson, un des plus grands architectes de la modernité internationale américaine à l'époque. Jörn Utzon, le même Jörn Utzon qui vient de rapporter les plus grands concours des années 50, c'est-à-dire les concours pour la nouvelle Sydney Opera House, mais donc avec un langage plastique, structurel, à la limite de ce qui étaient les capacités techniques de l'ingénierie de l'époque. Et puis il y a aussi, pour contrebalancer, nos utilisateurs avec un grand directeur de musée comme Willem Sandberg, l'ancien directeur des arts et des lettres Gaëtan Picon, les conservateurs du département de peinture du Louvre, Michel Laclotte, et un des plus grands bibliothécaires. On parle de la bibliothèque du British Museum, représentée par Sir Frank Francis. Et pourtant, un autre événement absolument inattendu va se passer il y a quelques semaines à l'avance par rapport donc à la sélection du jury, c'est-à-dire Jörn Utzon tombe malade, et donc il s'excuse, mais il ne pourra pas participer aux travaux du jury. Et alors à ce moment-là, les choix est prise pour une question d'équilibre entre la représentation française et étrangère très chère à Pompidou. Les choix est prise donc de nommer une des deux réserves disponibles, c'est-à-dire Herman Liebers, bibliothécaire de la Bibliothèque royale de Bruxelles. Et donc vous voyez, je vous montre ça, pas pour m'attarder sur la question des noms, mais pour m'attarder sur la question du déséquilibre dans lequel on se retrouve maintenant 5 utilisateurs contre 3 architectes. Ces déséquilibres, croyez-moi, jouera un rôle crucial sur ce qui sera donc la trajectoire du choix du jury dans les 2 semaines de juillet 1971. Et voilà, pour terminer cette première partie, une photo de l'époque pour visualiser, pour vous faire visualiser le pavillon Baltard. Mais Georges Pompidou ne s'arrête pas là. Il est en train de travailler lui-même pour son monument. Et alors, ici, je vous montre la lettre d'un peintre, Hans Hartung. Pour vous montrer à quel point l'avant-garde artistique est en train de rentrer dans notre histoire à travers ce cercle culturel et savant très sensible à l'art contemporain qu'est le cercle du couple Georges-Claude Pompidou. Georges-Claude Pompidou invite une soirée les époux Hartung à dîner ensemble au quai de Béthune, à la résidence de Pompidou. Et c'est dans le cadre de cet dîner que Georges Pompidou confie évidemment l'idée de son projet à Hans Hartung. Et Hans Hartung lui propose de s'adresser à un architecte américain qui est en train de construire à l'époque une résidence secondaire, une villa pour Hans Hartung, pour les époux Hartung. Et il s'agit de Marcel Breuer. Marcel Breuer est le même architecte qui a réalisé à New York un des plus célèbres modèles de musées destinés à l'art moderne de l'époque, qui est le Whitney Museum, dont je vous montre ici une photo très célèbre. Et donc, Georges Pompidou, il est très sensible à la suggestion de Hans Hartung, au point que quelques jours après, le directeur de la délégation pour la réalisation du centre Beaubourg, Robert Bordaz, il va écrire à ses collègues pour leur faire partie qu'il faut convaincre Marcel Breuer à participer au concours. Et donc, tous les moyens sont employés. Une délégation même est envoyée au cabinet d'architecture à New York de Marcel Breuer pour les convaincre à participer. Marcel Breuer, qui désormais n'est plus vraiment un protagoniste de ce qu'on pourrait appeler l'avant-garde, mais sûrement est un des plus grands architectes de la scène internationale et américaine de l'époque. Parmi les 682 propositions pour la réalisation du centre, il n'y a pas celle de Marcel Breuer. Ça reste évidemment pour le moment un mystère. Je n'ai pas eu la chance de croiser dans les archives de Marcel Breuer ou de l'interroger parce que Marcel Breuer n'est plus là. Mais ce qui nous importe, c'est que Georges Pompidou ne s'arrête pas là, probablement conscient
de l'absence de Marcel Breuer, il continue quand même à réfléchir aussi lui-même à ce qui pourrait être les façons pour influencer ce qui sera l'aspect esthétique et monumental de son monument. Et c'est à ce moment-là, on est en printemps 1971, qu'un autre protagoniste de la scène de l'avant-garde artistique rentre dans notre histoire. Il s'agit de Hundertwasser. Hundertwasser échange avec les époux Pompidou, envoie quelques lettres, mais aussi quelques dossiers sur ce qui est son nouveau manifeste d'une architecture arborisée, renaturalisée, donc avec une nature qui serait capable de reprendre les devants sur ce qui a été la défiguration que l'architecture moderne a fait à toute notre ville. Ça, c'est l'idée de Marcel Breuer. Ça sont les croquis pas Marcel Breuer, que Hundertwasser. Ça sont les croquis que Hundertwasser envoie aux époux Pompidou en printemps 1971, et sont les croquis sur lesquels Georges Pompidou se convainc qu'en dépit de l'identité de l'architecte ou des architectes retenus pour son concours, son projet devra être arborisé, couvert par donc la même renaturalisation que Hundertwasser est en train de proposer dans ses projets d'avant-garde. Et là, on passe au deuxième chapitre, si vous voulez, de notre histoire, que c'est un chapitre plus architectural, qui a à faire avec les origines donc, de cette idée que parmi les 682 a eu la chance de gagner ces concours. Je ne m'attarderai pas trop sur les détails, sur certains principes ou certains détails de l'idée architecturale. Ce que je veux ici traverser avec vous, c'est les grandes lignes, les grands principes, tout à fait compréhensibles à ce qui est donc un public des architectes qui se rendent à l'architecture au grand public. Alors, première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut démonter l'origine de ces projets dans les figures de Piane et Rogers, parce que l'origine de la proposition gagnante est, oui, à Londres, mais dans les sièges d'un des plus grands bureaux d'études de l'époque, un bureau qui s'appelle OVA Open Partners, où en décembre 1970, la secrétaire Monica Schmoller présente sur le bureau de l'ingénieur Ted Appold, chef de l'unité structure numéro 3, l'avis des concours pour la réalisation du centre du plateau Beaubourg de Paris. Ted Appold, vous le voyez ici au centre de cette photographie de l'époque, accompagné par ses deux collaborateurs qui deviendront deux figures centrales du projet gagnant, Lennart Groth et Peter Rice. Ted Appold se convainc immédiatement que les concours Beaubourg à Paris représentent une occasion très chanceuse, parce qu'il est convaincu que la majorité des architectes anglais, à ce moment-là, seront déjà concentrés et pris pour la réalisation des autres deux concours anglais, sur lesquels il y a une participation très importante. Et donc, il est convaincu que cette coïncidence temporelle fait qu'il n'y aura pas beaucoup de participation anglo-saxonne pour les concours parisiens. Il est convaincu aussi que les concours du plateau Beaubourg, ça pourrait être la bonne occasion pour expérimenter ce qui est une nouvelle technique à l'époque, c'est-à-dire une structure métallique réalisée à l'aide du métal moulé, mais cette fois-ci, non pas de la tradition ancienne du fer et de la fonte moulée, mais plutôt celle de l'acier moulé, qui à l'époque est déjà en train d'être exploité par une série de figures à l'échelle internationale, comme le monsieur que je vous montre ici, en train fièrement de vous montrer sa maquette, qui s'appelle Freiotto. Freiotto qui à l'époque était déjà en train de réaliser des structures tendues à l'aide de nœuds, donc de joints en acier moulé, tout à fait à l'avant-garde. Une technique, celle-ci, qui a été déjà employée aussi par des autres grandes couvertures réalisées à l'époque, comme celle de Tim Pavilion, que vous voyez ici dans la photo à droite, réalisée en 1970 par un trio des architectes et ingénieurs japonais à Osaka. À Osaka, qui dans ces moments-là, c'était les lieux où l'architecture était en train de se faire avec
la grande exposition universelle de Osaka 1970. Celle-ci que je vous montre, cette nœud en acier moulé tiré dans un cas du team pavillon de Osaka et de l'autre de couverture de Freiotto, représente donc les défis que Ted Appold décide de se poser dans l'idée de participer au concours Beaubourg. Et pour faire ça, il s'adresse évidemment tout d'abord à l'architecte que je viens de vous montrer, Freiotto lui-même, c'est clair. C'est le premier choix. Freiotto, malheureusement, il est en train de s'occuper de la réalisation de la couverture de l'estade de la ville de München, Monaco di Baviera, et donc il n'est pas disponible à participer au concours. Et c'est à ce moment-là que donc Appold il s'oriente plutôt au duo de Richard, vous les voyez ici, Richard et Susan, son épouse, Rogers, deux architectes très jeunes qui à l'époque sont en train de raisonner sur l'idée d'un espace flexible, désencombré, libéré de n'importe quel type de structure verticale, à l'aide de soi-dites coques autoporteuses avec des destinations d'usage différentes, soit-il des maisons, à gauche, soit-il des sièges de bureaux, soit-il des pavillons industriels, ici à gauche, ou même dans les sièges de l'agence d'architecture de Richard et Susan, et donc dans un exemple réalisé que vous voyez à gauche. Ted Appold, au moment où cet ingénieur s'adresse au duo Richard et Susan Rogers, il ne sait pas que le duo Rogers, à l'époque, est en train de commencer à collaborer avec un architecte italien qui vient de la même ville d'où je viens, Gênes, qui s'appelle Renzo Piano. Renzo Piano, jeune architecte génois, qui à l'époque est en train de raisonner et d'expérimenter les potentialités des couvertures très légères, leggerissime, on dirait en italien, réalisées à l'aide parfois des structures spatiales horizontales, parfois, vous les voyez ici, avec des structures en voûte. Donc tous des projets que Renzo Piano a déjà réalisés à l'époque. Renzo Piano qui est destiné à devenir quand même un personnage crucial dans notre histoire, parce que c'est une personne qui à cette époque est très convaincue de l'idée d'une architecture réalisée à l'aide de l'assemblage des composants industriels, un grand admirateur de Jean Prouvé. Jean Prouvé, je vous le rappelle, qu'à ce moment-là est sur le point de devenir les présidents du jury du concours Beaubourg. Renzo Piano qui fait même un voyage à Paris pour connaître son maître, Jean Prouvé, pour lui montrer les petites expériences qu'il avait déjà réalisées. Renzo Piano qui était à l'époque intéressé pour une forme architecturale à l'échelle urbaine appelée à partir des années 50 sous le nom de mégastructure, une architecture à l'échelle de la ville, qui intéresse Renzo Piano non pas pour sa force visionnaire et utopique, mais plutôt parce que ce type d'architecture pouvait être réalisé qu'à l'aide de la préfabrication, qui est au centre des préoccupations de Renzo Piano. Donc vous voyez ici, tout ce que vous voyez sont des pages, des articles, des périodiques contenus dans la bibliothèque privée de Renzo Piano qu'il fallait voir. Parce qu'il fallait comprendre quels étaient les articles signalés par Renzo Piano lui-même. Il fallait retrouver les articles identifiés par lui, il fallait relire les phrases soulignées par lui pour entrer dans ce qui était au plus proche possible son état d'esprit à l'époque. Donc ici, encore des mégastructures. Et après, pardonnez-moi pour cette visualisation un peu floue, mais voilà, c'est pas comme ça qu'ils étaient affichés sur mon ordinateur, donc je m'en excuse. Et ici, vous voyez aussi des autres thématiques qui sont au centre des préoccupations de Renzo Piano à l'époque. Celle de la ville historique. C'est les moments où on commence à raisonner sur comment on pourrait intervenir dans la ville historique, quel est le rôle de la nouvelle architecture pour restaurer la ville historique. Ici, Renzo Piano est en train de lire des articles publiés sur la revue d'architecture Casabella. Ce sont des articles qu'il sélectionne, qui mettent à côté une préoccupation qui donc est au centre de l'esprit de Renzo Piano à l'époque. Il y a aussi la question de l'école. Renzo Piano s'intéresse à ce qui pourrait être une école d'avant-garde à l'époque. Entre des exemples où cette école pourrait être réalisée à l'aide de grandes structures métalliques, une architecture préfabriquée, comme par exemple les Plug-in City University Node que vous voyez ici, sélectionnés par Renzo dans la page à gauche, ou des cas où même l'université
pour essayer de dissoudre comme pourrait se dissoudre l'architecture elle-même, pour devenir une forme éphémère, mobile, où les simples actes de nous-mêmes ici, avec un microphone et un projecteur, on pourrait devenir nous-mêmes une université, devenir nous-mêmes une école. On n'aurait même plus besoin de tout ce qui est cette salle. Et ça, c'est les deux pôles sur lesquels Renzo Piano est en train de réfléchir à l'époque. Bien, Renzo Piano essaye, avec l'architecte italien Gianfranco Franchini, un génois comme lui, de mettre en pratique, donc de réaliser un premier prototype de ce qui pourrait être cette université d'avant-garde, de ce qui pourrait être une forme d'architecture légère capable de restaurer la ville ancienne. C'est un projet, vous le voyez ici, qui reste à l'état de maquette, réalisé pour le quartier de Sestri Ponente, à Gênes, mais non pas réalisé. On n'a que quelques petites maquettes, pas plus que ça. C'est un projet, par contre, qui nous intéresse parce que c'est une intervention dans la ville ancienne, où on intervient avec une architecture métallique, non pas pour défigurer la ville ancienne, mais pour la restaurer et la sauver. Ça, c'est l'idée de Renzo Piano et son collègue Gianfranco Franchini. Gianfranco Franchini, qui est ici dans les pages, encore une fois un peu floues, je m'en excuse, de son portfolio, partage avec Renzo les mêmes préoccupations, celles de l'étude du territoire, c'est les territoires de ma région, de la Ligurie, que vous voyez ici dans son portfolio de 1970, ou celle d'une architecture issue par composantes légères, celle d'une architecture qui pourrait être réduite à un simple abri réalisé à l'aide d'un module répété. Vous voyez ici les expériences de Gianfranco Franchini. Gianfranco Franchini, qui pour son projet de mémoire, s'intéresse aussi, lui, à la question de l'école. Donc ça ne va pas nous surprendre, c'est les duos Piano et Franchini qui va donc concevoir les projets pour les centres-villes de Sestri Ponente, dans lesquels donc, on a notamment des espaces dédiés à l'éducation. Ça ne nous surprend pas parce que Gianfranco Franchini, pour son mémoire, était en train d'étudier ce qui s'appelle le SCSD Program, un des plus importants programmes d'avant-garde pour réaliser des écoles à l'aide de la préfabrication, pour réduire les écoles à des modules préfabriqués en métal, décomposables, flexibles et donc évolutifs. Mais quelque chose se passe à ce moment-là. C'est-à-dire, c'est particulièrement autour de cette préoccupation, de l'idée de réaliser donc, une école, un institut éducationnel d'éducation à l'avant-garde, qu'à ce moment-là, en 1970, Renzo Piano écrit une lettre au duo Richard et Susan Rogers, en les invitant à collaborer ensemble avec lui et Gianfranco Franchini pour réaliser des prototypes d'institutions éducatives à l'avant-garde entre l'Italie et l'Angleterre. Donc c'est autour de cette idée, de ce prototype d'école, qui donc s'essoude la collaboration entre Piano, Rogers et Franchini. Franchini est envoyé en Angleterre, au siège de l'agence de Richard et Susan Rogers. Il commence à réfléchir à comment pourrait être conçue cette école. Renzo Piano n'a pas la possibilité de participer de façon quotidienne au développement, aux premières discussions du projet, parce que Renzo Piano est en train de réaliser lui-même un pavillon à Osaka. Et donc il profite des escales entre Osaka et Gênes, les escales à Londres, pour discuter avec Gianfranco et avec les duos Rogers sur ce projet d'école. Mais il y a un souci. Et le souci, c'est qu'à un certain moment, au tout début de 1971, à l'automne de 1970, Renzo Piano arrête de répondre à la correspondance. Gianfranco Franchini rentre à Gênes et Richard Rogers a la possibilité de découvrir quelques mois après que Renzo a des difficultés économiques et est en train d'aborder une situation très difficile à Gênes, et c'est à cette occasion-là que Rogers propose à Renzo Piano de venir à Londres et donc de l'aider dans le développement d'une série de projets déjà entamés. Et on a un halt, un stop à ces projets d'école. Vous comprendrez pourquoi, pour moi, ce projet d'école est très important. Renzo Piano et Richard Rogers sentent la présence de Gianfranco Franchini, qui reste à Gênes à poursuivre sa jeune carrière d'architecte. Piano et les Rogers commencent à développer cette idée d'une architecture intrinsèquement flexible, préfabriquée dans des différents projets. Ici, on a un module hospitalier mobile, calé dans la ville de Philadelphie ou dans le village indien. Ici, vous voyez donc, je vous invite à regarder cette coupe
dans lesquels vous pouvez voir au centre de cette coupe cet espace complètement libre. Donc, une zone d'activité entre deux zones de service où sont concentrés tous les organes techniques. Donc ça, c'est la maquette de ces projets. Et après, il y a aussi l'idée d'utiliser encore une fois cette architecture légère, métallique et préfabriquée pour un quartier de la ville de Cambridge, en Angleterre, pour une destination d'usage tout à fait différente. Ici, on parle d'un centre commercial. Mais je vous le montre parce que aussi dans ces projets, comme dans les projets non réalisés des jeunes, de Sesti Ponente, on est en train d'utiliser une architecture légère pour recomposer la ville ancienne, avec l'aide ici d'un élément tiré de l'imaginaire 19e siècle, que c'est même un passage, vous le voyez dans les fonds de cette image, dans un voûte, un berceau, donc un passage 19e siècle, rendu contemporaine par donc cette forme d'architecture préfabriquée, qui aurait constitué un véritable adamant, donc un magnet, je dirais en anglais, du projet, un véritable élément d'urbanité au cœur du projet, combiné aussi avec une piazza couverte, cette fois-ci d'une pelouse. Voici quelques images. Et là, on arrive finalement, on a fait ce petit excursus nécessaire pour vous donner un contexte. On rentre encore une fois à ces moments tout à fait particuliers dans lesquels l'ingénieur Ted Appold fait un coup de fil à Richard Rogers pour l'inviter à participer à ces concours. C'est à ce moment que Rogers partage avec l'ingénieur le fait que depuis quelques mois il est en train de collaborer avec le jeune architecte Renzo Piano. Et c'est pas un problème évidemment pour l'ingénieur Ted Appold. Et c'est à ce moment-là que Richard Rogers, qui est en train de développer même une nouvelle agence d'architecture, la Piano et Rogers Architect, décide finalement, se convainc à participer au concours de Plateau-Beaubourg. Et pourtant, quelques semaines après, dans le cadre d'une lettre de 3 pages envoyée à tous les collaborateurs de l'agence dont Renzo Piano, Richard Rogers confie à ses collègues et ses amis les premières réticences à participer à ces concours. Les causes de ces réticences sont de nature différente. Il y a tout d'abord l'analyse de ce qui sont les composants du jury. Vous le voyez ici. Qu'est-ce qu'il écrit de chaque composant du jury? Comme vous voyez, il est très content de la présence de Jean Prouvé. Il est très content de la présence de Jörn Utzon. Nous, on sait que quelques semaines après, Jörn Utzon tombera malade et ne participera pas au jury. Mais bon, et vous voyez aussi comment Richard Rogers n'est pas du tout satisfait de la présence d'Oscar Niemeyer. Vous pouvez voir ici son commentaire. Vous pouvez voir aussi la peur de Richard Rogers à propos de la présence de Philip Johnson. Strong and erratic, c'est les commentaires. Une personne imprévisible. Parce que c'est le même Philip Johnson qui a été le professeur de Richard Rogers dans le cadre du séjour de Richard, encore étudiant, à Yale en 1961, quand le même Philip Rogers a cassé une tour de la maquette du projet d'études de Richard, en accusant Richard donc de faire une architecture qui n'allait pas dans la bonne direction. Un souvenir qui est encore à l'esprit probablement de Richard Rogers à cette époque. Et ici, même si Richard Rogers est presque sur le point voilà, il est en train de convaincre ses collègues à ne pas participer au concours, il ne peut pas s'empêcher quand même de nous donner quelques idées de ce qui pourrait être quand même le centre Beaubourg si jamais l'équipe décidera finalement de participer. Je ne sais pas pourquoi ils sont restés en italien, mais bref, les centres sera une extension du tissu urbain. Une entité cohérente devra offrir les possibilités les plus variées en termes de flexibilité et adaptabilité. Les bâtiments sera un parcours et un édifice et un bâtiment flexible. Il n'y a rien de nouveau à propos de ce qui sont les raisonnements de cette agence, de la Piano Rogers Architects. Flexibilité et liberté de mouvement. Mais là, on a aussi quelque chose de plus qui nous intéresse. Et c'est que pour la première fois, on a un modèle, on a une référence, on a une idée de ce qui pourrait rassembler les projets de concours. Une sortie de l'Université de Berlin. Alors, Richard Rogers fait référence au projet dont je vous montre ici un des dessins les plus célèbres. Les projets de l'Université de Berlin réalisés par George Kandilis
Manfred Skjedelm et des autres architectes. Un projet donc basé sur l'idée, on peut les deviner, donc d'occuper tous les sites du plateau Beaubourg, que je viens de vous montrer, avec une architecture basse, obtenue de la combinaison de volumes flexibles, vous les voyez ici, ces petites boîtes, reliées ensemble à l'aide d'une série de viaducs et rues suspendus au niveau, voilà, au niveau du rez-de-chaussée. Pourquoi Richard ne veut pas participer à ces concours? Je vous dis, il y a plusieurs raisons. Ici, et dans la 3e page de cette lettre, il les nomme encore des autres. Mais moi, je vous conseille de bien regarder ce qui est écrit à Richard Rogers à la plume, dans la partie basse de cette 3e page, juste avant de livrer cette lettre à ses collègues. Je n'aime pas les qualités ou les caractéristiques sociopolitiques de ce projet. I don't like the sociopolitical overtones. Centralization is the danger. La centralisation, c'est le danger. Alors vous voyez comment, à la racine de ces hésitations, il y a une raison qui a affaire avec son identité socialiste. Donc d'un architecte qui ne peut pas accepter facilement l'idée de centraliser des différentes institutions culturelles dans un seul bâtiment dont il est déjà capable d'entrevoir l'idée d'une monumentalité, l'idée d'une idée de centraliser les pouvoirs, où il reconnaît donc une émanation du pouvoir de la droite française dans lequel il ne se reconnaît pas. Et pourtant, grâce à Renzo Piano et à la femme de Richard, Susan, finalement Richard Rogers se convainc à participer. Et ça, il s'agit de premier et seul 2 croquis que j'ai retrouvés parmi des documents financiers, donc de dessins tout à fait perdus, et qui sont les seuls, à la date d'aujourd'hui, croquis du projet du Centre Pompidou de Paris. Dessiné par Richard Rogers, imprimé en 1971, dans la réalisation d'un projet dans lequel il est décidé d'appeler à nouveau Gianfranco Franchini à Londres pour participer dans ce projet. Mais c'est clair la raison pour laquelle il a pris ce choix. Essayons de revenir juste ici. Quels sont les modèles, les premiers modèles que Richard Rogers a à l'esprit dans la réalisation du projet du centre du plateau Beaubourg? Je vous le répète, c'est l'Université de Berlin. L'Université de Berlin. Non pas un centre culturel, non pas un centre artistique, mais une université. Et alors voici comment, pour Richard Rogers et ses collègues, les projets du Centre Pompidou, c'est les projets très attendus, finalement, pour pouvoir reprendre les discussions, pour le raisonnement du projet de l'école, de l'institution d'avant-garde, de l'institution éducative. Et donc déjà, dans ces premières références, confirmé aussi avec l'idée d'appeler évidemment Gianfranco Franchini, qui avait donc participé en première personne pour les raisonnements de l'école. Donc voici tous les indices qui nous confirment que le projet du Centre Beaubourg ne sera non pas un musée, non plus une bibliothèque, mais plutôt un centre culturel, un centre éducatif ou une université populaire. Mais j'ai aussi les dessins ici pour m'aider, pour nous convaincre et pour vous convaincre. Et ici, il y a déjà presque tout. Combien de personnes parmi vous ont déjà visité les Centres Pompidou? Permettez-moi juste de faire ça. Ok. Donc, presque, je suis aussi myope, donc, mais je dirais d'ici presque toutes et tous, sinon toutes et tous. Je me félicite, je suis content. Ici, on peut voir comment déjà les majeures idées sont là. Évidemment, vous pourrez dire que la question de la forme, de la volumétrie de ces bâtiments est encore incertaine. Vous la voyez ici, les architectes ne sont pas convaincus si les centres sera un tour à poser dans les centres, dans les périmètres du site, ou plutôt une barre, comme vous voyez par exemple dans la 2e page du croquis. Et pourtant, il y a déjà l'idée
que ces bâtiments, soit-il une tour, soit-il un bar, n'est qu'un satellite d'un projet qui en réalité est un projet qui naît avec une préoccupation qui est non pas architecturale mais plutôt urbaine. L'acte fort autour duquel les projets du centre est déjà ici esquissé, c'est l'idée de creuser les plateaux Beaubourg pour en obtenir une place en contrebas, un réservoir, un bassin, des foules métropolitaines, vous la voyez ici déjà dessinée avec ces petits points, pour collecter donc la métropole parisienne, pour collecter les flux métropolitains, vous les voyez par exemple dans les croquis en bas de la deuxième page, qui viennent du plateau des Halles, parce que les architectes savent que le plateau des Halles est sur le point de se réaliser les plus importants nœuds infrastructurels de la France et de l'Europe entière. Et donc l'idée de concevoir un tunnel capable de lier directement les forums souterrains des Halles au nouveau forum, entre guillemets, souterrain parce qu'en contrebas, à bâtir sur les centres du plateau Beaubourg. Évidemment, un projet qui naît dans cet acte, un acte fort et important, un acte qui a à faire avec la proximité de Renzo Piano avec les espaces publics italiens et méditerranéens. Renzo Piano qui était bouleversé à son passage à Osaka par les rencontres avec Yoshinobu Ashihara, architecte japonais qui était à l'époque en train de publier Exterior Design Architecture, donc une étude sur la valeur architecturale de l'espace public dans la ville ancienne, et donc pour en tirer un principe pour bâtir la nouvelle architecture aussi. Principe que Renzo Piano lui-même était déjà en train de promouvoir dans les pages d'un article monographique déjà publié à l'époque sur les pages de la revue Architectural Design. Mais une piazza, vous le voyez ici dans les diapos qui sont conservés dans les archives Piano et Rogers, qui a évidemment une composante méditerranéenne, évidemment une composante italienne, mais qui a aussi une composante américaine, qui n'a pas à faire avec la piazza, mais qui a à faire plutôt avec l'idée que ces réservoirs parisiens sera aussi une sortie des contre-acropoles, capable donc de donner refuge à la jeunesse de mai 1968, pour pouvoir, encore une fois, après 1968, imaginer l'impossible. Et voilà alors ces diapos, cette belle image qui Piano et Rogers conservent dans les moments où ils sont en train de concevoir les projets du plateau Beaubourg. Et il y a évidemment aussi un bâtiment dans lequel, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut déjà voir dans les croquis l'idée de résoudre les bâtiments, ces bâtiments encore, on pourrait l'appeler, par une grande treillis, une grande structure qui n'est plus un treillis horizontal, mais devient plutôt une treillis verticale, un three-dimensional wall, un mur tridimensionnel, dont les projets disponibles à l'époque comme modèle sont plusieurs. Et après, il y a aussi l'idée que cette treillis métallique ne sera pas seulement un soutien, un support pour des plateaux complètement libres et flexibles, mais lisez là, dans les croquis, il y a aussi quelque chose qui est écrit par Richard Rogers. Cette treillis métallique est aussi un slanting screen for information, un écran incliné pour l'information, comme si le bâtiment n'est plus seulement un bâtiment, mais devient presque. Alors, vous voyez, un support pour un parvis, une place qui n'est plus seulement une place pour collecter la foule, mais devient aussi une place pour admirer un spectacle. Les exemples à l'époque sont plusieurs. Ils vont de l'avant-garde anglo-saxonne. Ici, je vous montre des croquis d'archigrammes. Mais de l'autre côté, pour ceux qui connaissaient déjà à l'époque Times Square, Piccadilly Circus, les jeux de lumière de l'exposition universelle de Osaka, tout ça était disponible à l'imagination des architectes. Et ça, c'est par exemple un des projets qui était très fort à l'époque, Eastern City, dans lequel l'intensité d'une ville pourrait arriver où la ville n'est pas à l'aide de Zeppelin sur lesquels on pourrait accrocher des écrans audiovisuels pour amener l'intensité métropolitaine à la campagne. Mais il ne faut pas faire des confusions. Il ne faut pas faire des confusions parce que les spectacles que Renzo Piano, Richard Rogers, Gianfranco Franchini et Overall Partners vous proposent est un spectacle autre qui a à faire non pas avec des pin-up américaines,
non pas avec des publicités, mais il a affaire avec l'information fraîche, des contre-courants, polémiques et militantes. Et si on regarde ici la façade proposée dans les projets de concours, avec laquelle je voudrais terminer, qu'est-ce que sont les images qui sont affichées pour être présentées donc au président de la République française? Tiens, c'est ça ton monument. Ben, c'est une soldate vietnamienne, Viet Cong, en train de se défendre contre les attaques des puissances occidentales. C'est un groupe donc des étudiantes et étudiants du mai 1968 montés à l'aide du collage devant un test atomique du Sud-Pacifique. Et aussi un message ici en bas qui a à faire avec la brutalité de la réaction de la police. C'est ça, les genres de messages que Richard Rogers, Renzo Piano, Gianfranco Franchini ont envie de vous proposer en 1971 pour réaffirmer que le Centre Pompidou ne sera ni un musée, ni une bibliothèque, mais plutôt une live center of information. C'est cette la définition qu'il avait donnée. Donc un centre d'information vivante, un centre d'information transmise en direct. Merci. Il me semble qu'il y a une contradiction entre ces gens qui semblent très engagés à gauche, donc piano, comme vous l'avez expliqué, et le pouvoir politique français de l'époque, qui était quand même plutôt bien à droite. Oui, c'est vrai. Comment se fait-il que Pompidou ait avalisé ce projet contestataire? Contestataire, oui. Et ça, c'est un des plus grands interrogatifs qui ont créé les mythes de Georges Pompidou, par exemple, sur la presse. Il y a un moment qui est crucial pour cette histoire, c'est les moments où les résultats seront présentés au grand public, c'est 19 juillet 1971. Une conférence de presse sera organisée, interrompue, un cours donc de conférence de presse. Les organisateurs seront obligés à interrompre la conférence de presse à cause de la réaction virulente des cercles conservateurs, des architectes parisiens et français non gagnants, qui inviteront non pas si gentiment les architectes italiens et anglais à retourner chez eux. Parce que ça, c'est pas pour Paris. Ça, c'est la réaction, l'histoire veut que c'est la réaction qui vient aussi de Georges Candilis. Les mêmes architectes que Richard Rogers était en train de regarder dans les projets de l'Université libre de Berlin comme modèle possible de son projet. Et c'est ce même Georges Candilis qui se met debout à la moitié de la conférence de presse et qui dit « C'est quoi ces barrages métalliques, ces barrages psychologiques et conceptuels? Vous êtes en train de défigurer Paris, partez !» Et alors donc un projet contestataire dans lequel il faut aussi trouver l'histoire et la bonne narration pour Georges Pompidou. Comment Georges Pompidou peut s'en sortir? Alors, Georges Pompidou, il faut bien le savoir, a la possibilité de voir en secret la soirée de 13 juillet 1971. Il se rend au siège de Grand Palais, dans lequel, sous la nef du Grand Palais, sont exposés les 682 projets. On les voit ici, je vous le montre quelqu'un, je n'ai pas eu le temps de rentrer dans ces sujets, et donc je ne voulais pas m'attarder sur ça pour vous donner la parole. Je vous dis simplement que ça, c'est les genres des propositions. Donc, on a des mégastructures, on a des projets même qui dépassent comment dire, l'idée de Renzo Piano, Rogers, etc., de donner une grande partie au public, et donc de non occuper une partie. On a même des projets ici, c'est un projet d'avant-garde de Dennis Crompton qui vient de Londres, qui propose de décentraliser les projets dans beaucoup de pavillons. Quelqu'un a réalisé sur les centres, quelqu'un a réalisé hors, dans des autres quartiers de Paris, pour aller justement contre cette idée de centralisation, et après de résoudre tous les restes du plateau avec une pelouse électronique, c'est-à-dire en dessous de laquelle on a la possibilité de se brancher à l'électricité pour actionner en radio, pour actionner en stéréo, pour faire de la musique et pour faire de la culture dans l'acte même de notre propre rassemblement. Donc il y a des autres projets d'avant-garde que Georges Pompidou a l'occasion de voir tous les 682. On a des projets qui, vous voyez ici, proposent de creuser et d'aller au sous-sol pour en créer une forêt. On a des projets qui proposent de surélever une piazza, comme
comme celle de Paolo Mendes da Rocha, là, pardonnez-moi pour la qualité de cette image. Il y a des projets qui proposent un grand abri conditionné avec de l'air climatisé, à l'intérieur duquel on peut s'imaginer des plateformes vides et suspendues sur lesquelles on peut imaginer une nouvelle muséologie d'avant-garde. Voilà, je vous le montre plusieurs. Et pourtant, Georges Pompidou est conscient que les 13 juillet 1971, il y a une préférence qui, en tout cas, elle sera même remise en discussion. On n'aura pas le temps pour en parler, pour entrer dans ce processus tout à fait fascinant du concours. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que quand même, on a ici, il y a des projets sur lesquels Georges Pompidou il est très sensible. Vous voyez des tours de gratte-ciel. Rappelons-nous cette idée primaire, originaire de Georges Pompidou, de poser au centre de Paris une tour. Donc vous voyez ici quelques-unes des propositions. Un grand œuf d'André Bruyère, l'artiste et architecte, qui proposait donc son œuf à l'échelle colossale. Et on voit aussi des pastiches beaux-arts ou des architectures très plastiques et formalistes qui sont présentées à Hausermann et un des architectes, par exemple, de la proposition à nous, qui donc sont tous présentés dans les projets de concours, dans lesquels, sachez, il n'y a pas une préférence immédiate pour les projets qui va gagner. Ici, c'est la page qui présente, par exemple, les premiers tours de sélection, où on a notre projet 493, dans lequel on peut voir une appréciation, mais pas une acceptation de la part de Jean Prouvé. Jean Prouvé, le même qu'aujourd'hui est considéré comme les grands défenseurs du projet, attention sur ça. Et on a par contre une préférence qui arrive de la partie de Philip Johnson et de la partie de Oscar Niemeyer, qui pose pour ces projets deux idées. Avant, il est indécis, et donc il y a une interrogation, un point d'interrogation, là, une barre noire qui est signalée à côté de ces projets-là, et après, finalement, un A comme accepté, en sachant qu'il fallait juste une A comme accepté pour faire passer ces projets parmi les autres à la deuxième phase de sélection. Juste pour vous dire à quel niveau de complexité il y a cette histoire. Jean Prouvé qu'en tout cas, elle était en train de regarder des projets de ce genre, des projets qui auraient pu être capables, rappelez-vous les rôles des chevals de Troie de Jean Prouvé, donc quel type de projets, sinon des projets qui auraient pu être capables de démanteler, de décomposer, démonter les pavillons Baltard pour les reconstruire à l'identique sur les plateaux Beaubourg, comme dans les projets de Claire, Alexandrov et Clerc, ou des projets qui auraient pu être capables de tirer un héritage non physique, mais spirituel pour sauver les Halles, et donc des projets qui auraient pu reprendre la technique du moulage de métal et de la grande couverture, du grand abri, mais rendue contemporaine, 20e siècle, comme ici dans la proposition de Manfred Schädel, qui sera et restera la préférée des Jean Prouvé. Pourquoi je vous dis ça? Mais parce que, alors Georges Pompidou, il était conscient de tout ça, il était conscient des préférences des membres du jury. Ici, je vous montre vite fait quelques panneaux, juste pour vous donner l'idée de ce qui était vraiment la vitalité architecturale, la vitalité philosophique qui s'est présentée donc, devant les membres du jury. Ici, une des deux projets finalistes avec Pian et Rogers, un projet qui ressemble les premiers modèles que Rogers et Pian avaient avec l'Université libre de Berlin. Un autre projet finaliste qui aurait pu gagner, réalisé par Jörg Ambrosini, avec l'idée non pas d'avoir 2/3 du plateau Beaubourg libre, mais tous les plateaux Beaubourg libres pour suspendre les centres au-dessus de ces pilotis colossaux et aussi cacher une autre partie du centre dans les sous-sols pour libérer tous les plateaux et les transformer dans une piazza couverte. Et ici, voilà, je voulais arriver à ça, 12 juillet 1971, les témoignages de la lettre que les collaborateurs, beau-frère Henri Domergue de Georges Pompidou, écrit à Georges Pompidou le 12 juillet 1971, dans un moment où les processus de concours est encore en cours. Les projets qui auraient été retenus, indication officieuse, présenteraient les caractéristiques suivantes. Un quadrilatère très simple avec une façade en mur de verre, un espace libre assez important demeuré alentour. L'architecture du monument serait en harmonie avec l'environnement. L'intérieur donnerait tout particulièrement
satisfaction aux utilisateurs. Donc vous voyez les poids, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, des utilisateurs, au détriment des architectes membres du jury. Vous voyez ici qu'aucune mention est faite, par exemple, à cette identité contestataire et militante, mais plutôt à des questions architecturales et voire des destinations d'usage. C'est un squelette métallique, c'est que Georges Pompidou a la possibilité de voir ce 12 juillet 1971. Et c'est à partir de cette image, des squelettes métalliques, que Georges Pompidou sent qu'il y a encore la possibilité d'ajouter une décoration. Ça, c'est quelque chose de crucial. Il n'est pas en train de voir et de lire ces informations, ces panneaux audiovisuels. Il voit juste un squelette sur lequel il pourra lui-même intervenir à l'aide de ses proches, les artistes, des cercles d'avant-garde parisiens. Et c'est pour ça que, juste après les concours, il va rassembler autour de lui Yakov Agam, Victor Vasarely et des autres architectes de la ligne de l'art optical, de l'art optique et cinétique, pour animer, pour décorer, je cite, son monument. Et donc c'est très intéressant que c'est vraiment autour même de cette question, de cette encore sensibilité artistique que va se jouer cette grande contradiction que vous venez de souligner, que ce sera tout à fait présent dans toute la durée de la réalisation du projet. Beaucoup des artistes d'avant-garde, ils refuseront les transferts de leurs œuvres de la siège du Palais de Tokyo dans le centre Pompidou. Beaucoup des artistes d'avant-garde refuseront d'être exposés au centre Pompidou au début, parce que c'était justement le centre Pompidou. J'ai parlé beaucoup, je m'en excuse. Est-ce que vous avez des autres curiosités, quelques questions? Celle de la couleur. La couleur est la dernière trace du revêtement artistique et du revêtement audiovisuel qui aurait pu couvrir la façade métallique du centre Pompidou. La façade métallique a été toujours conçue comme un support. Pour les architectes, on l'a bien compris, un support d'information. Même pas un support d'art. Information, c'était les mots-clés pour les architectes. Et l'idée a été digérée, entre guillemets, par Georges Pompidou en faisant plutôt un revêtement artistique. Et donc, il a montré la maquette de la première mise à point du projet à l'Élysée à Victor Vasarely, à Agam, à François Morellet, à des autres architectes, artistes, ses proches. Et en 1973, c'était désormais clair que les panneaux audiovisuels informatifs recherchés par les architectes n'auraient pas pu être réalisés. D'un côté, pour une question technologique et technique, ils étaient en train de défier complètement ce qui étaient les technologies de l'époque. Les seuls exemples disponibles étaient les Control, Mission Control, c'était les panneaux qui étaient dans la chambre principale, dans la salle principale de la NASA aux États-Unis, sur lesquels on pouvait voir les satellites soviétiques et américains et les premiers programmes spatiaux. Voilà, donc c'était les seuls panneaux audiovisuels qui étaient disponibles à l'époque. Et il y avait aussi une raison tout à fait politique. Si on met des écrans informatifs, c'est qui gère l'information? Et après, de quel type d'information on parle? C'est les centres qui va la gérer? Ou c'est la RTS, c'est la siège de la radio et télévision française, la RTF, et c'est une information qui ne devra pas évidemment être politisée. Après, donc, vous avez bien compris les types d'enjeux, et alors c'est à ces moments-là que les présidents s'adressent plutôt à la question d'avoir une décoration artistique. Et les premiers choix, c'est plutôt de suivre les indications de Yakov Agam, qui propose un revêtement atmosphérique capable, avec des jeux de lumière et des réflexions, de changer la couleur, la tonalité du bâtiment à travers probablement des panneaux qu'on peut imaginer comme des colossales, donc c'est-à-dire
de variations colossales de ce qui était déjà les premières expériences qu'à cette époque Yaakov Agam était en train de faire à une échelle plus petite. Je rappelle que Yaakov Agam à l'époque était en train de réaliser les très célèbres salons Agam dans les palais de l'Élysée pour les époux Georges-Claude Pompidou. Mais donc pourquoi je vous dis ça? Parce que tout d'abord on se plonge sur cet revêtement artistique très art-optique, et à un certain moment, sous la suggestion des architectes, vu que les écrans audiovisuels ne sont pas possibles, on s'oriente plutôt sur la question de la couleur. Les rouges tomates ou bien les jaunes moutardes sont les deux tonalités choisies par les architectes. Soit une structure complètement revêtée en peinture jaune moutarde, soit un rouge tomate. Ces tonalités-là ne sont pas appréciées par les clients à l'époque. Et c'est à ce moment-là que Georges Pompidou a envie d'intervenir. Il écrit une lettre, à l'aide évidemment de son collaborateur Henri Domergue, et il décide, vu qu'il y a des contre-propositions qui arrivent plutôt de la part de ceux qui est en train de diriger les projets côté client, Robert Bordaz, François Maté, directeur du centre de création industrielle, Pontus Sulten, désormais nommé comme les futurs directeurs du Musée national d'art moderne. Les deux derniers, ils sont plutôt en train de conseiller sur la solution bichromatique, un brun et un bleu. Et c'est à ce moment-là que Georges Pompidou écrit une lettre et dit si j'ai bien compris, vous êtes en train de vous orienter sur des tonalités de brun et de bleu. Permettez-moi de vous conseiller les tonalités de brun et de bleu reprises par de lithographie de Georges Braque. Donc il envoie une lithographie de Georges Braque et il dit c'est les bleus de Georges Braque, c'est les bruns de Georges Braque qu'il faudra utiliser pour mon monument. Pourquoi? Mais parce que, vous les voyez encore une fois, cette choix chromatique, c'est la dernière, c'est ce qui reste de la possibilité de transformer son monument à une œuvre d'art à l'échelle architecturale urbaine. Et donc, dans ces deux tonalités, il y a l'art, encore une fois, là derrière. Pas un bleu, pas un brun, pas les bruns Tour Eiffel, comme voudrait Pontus Sulten, mais les bruns Georges Braque. Et alors, vous voyez à quel point, encore une fois, pour répondre aussi à la question précédente, Georges Pompidou est encore là, jusqu'à les derniers mois, en sachant déjà de n'être pas capable de voir son monument réalisé, en étant déjà diagnostiqué la maladie qui fera qu'il ne pourra pas voir son bâtiment achevé. Et voilà alors que cette fois-ci, seront les architectes à refuser les chromatismes baraques en les jugeant trop sombres et incapables de mettre en valeur ce qui commence à être les détails en acier moulé de Centre Pompidou. Et c'est à ce moment-là qu'avec l'aide de François Morellet, un des peintres choisis par Georges Pompidou, est plutôt proposé l'idée de ressortir un code chromatique des types fonctionnels. On aura des couleurs pop, comme l'avant-garde pop anglo-saxonne. Mais ces couleurs-là, elles seront quand même médiées, proposées, choisies avec soin par un artiste français, dont aujourd'hui on ne parle jamais en liaison avec la couleur du Centre Pompidou. Je le nomme encore une fois François Morellet. Je pensais que chaque couleur correspondait à une fonction. Oui, c'est ça. L'air, je pense, l'eau, et puis je ne sais plus. L'air. L'électricité. Bien sûr. C'est vrai? Oui, je confirme ça. Donc, de façon très étroite, l'artiste François Morellet travaille avec Richard Rogers et l'équipe des architectes pour développer cette code chromatique fonctionnel auquel, au bleu, correspondent l'air, tout ce qui est donc la circulation de l'air, au vert foncé correspond l'eau, au jaune-orange, parce que c'est un jaune très foncé, correspond l'électricité, et ainsi de suite, pour arriver aussi à la tonalité de la structure. Pensez, je le souligne ici, pas un blanc, comme vous la voyez aujourd'hui, mais un bleu sirtaki. Bleu sirtaki. Donc les chromatismes qui a été choisi après
une lutte et un débat très féroce pour l'avoir un jeune moutarde, que c'était les choix des architectes, la première choix des architectes, dont les choix d'avoir l'électricité plutôt en orange, entre autres. Mais donc, un jeune qui sera refusé par les collaborateurs de Georges Pompidou, en étant trop pétant pour les sites, etc. Ça, c'est l'argument. Et donc, les choix, finalement, va s'époser sur un bleu clair, pas par hasard, parce que ce n'était pas très différent de ce qui étaient les bleus proposés par Georges Pompidou, mais pas les bleus braques, mais plutôt les bleus Sirtaki, un peu plus pétants quand même, parce que c'est vraiment la même couleur utilisée en Grèce, les bleus grecs, les bleus Sirtaki. Et voilà, et pour une question des chantiers, c'est-à-dire on donne une première couche en blanc, pour donner après ensuite la couche définitive en bleu Sirtaki, pour un problème qui naît au lieu de chantier et qui a à faire avec la découverte du vieillissement rapide de cette tonalité, et choisir enfin de ne pas utiliser le bleu Sirtaki, mais pour mettre fin à ce débat, et choisit finalement de neutraliser la structure avec un blanc. Et donc voilà la raison pour laquelle aujourd'hui on a une structure blanche. Aujourd'hui, comme vous l'avez ici, je veux dire, aujourd'hui vous vous trouvez dans un moment très très important parce que vous êtes à l'aube d'une grande transformation, une transformation à la fois architecturale et muséologique de ce qui est la siège de notre musée. Et en même temps, c'est la même situation qu'on a au Centre Pompidou, où toute cette petite histoire, cette petite anecdote devient un élément des projets, un élément de dessin, un élément de réflexion. Quand on refait les Centres Pompidou, bien sûr, on les refera en blanc. On va sûrement, je ne doute pas, répandre la structure en blanc. Mais quand on fait ces gestes, je l'espère, aujourd'hui, on doit être conscient, en ayant étudié l'histoire du bâtiment, que cette geste, c'est un geste réfléchi, en sachant qu'un autre choix était celle préférée par les architectes. Un débat ici s'ouvre sur cette micro-question de la structure, mais je pourrais vous raconter, ce n'est pas le cas ce soir, mais beaucoup des autres anecdotes sur ce que voulaient les architectes et ce qui enfin ont dû accepter. Merci à vous.